Alors, bonjour. Donc, je me présente, Martin Geoffroy, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation du Cégep Édouard-Montpetit, bien sûr, qui est le centre de recherche qui existe depuis un peu plus d'un an et demi et qui, comme vous allez le constater aujourd'hui, a un volet d'expertise, un volet de recherche, mais aussi un volet de formation. Et ce volet de formation-là se développe de plus en plus important et permet à nos étudiants de vivre des expériences de recherche, que je dirais en contexte réel, c'est-à-dire de faire une vraie recherche avec un vrai chercheur, c'est moi ça je pense, hein? Oui, je pense que c'est ça. Dans un contexte réel. Alors, voici un petit peu le contexte de la recherche que Louis-Philippe Prévost ici, qui est récemment diplômé d'ailleurs du Cégep Édouard-Montpetit de Profil Monde depuis Noël, voilà, hein, finalement. Voilà. Quand même. Merci. Alors, tu sais pas dans quel programme tu vas encore, peut-être, à l'université? En droit, probablement. En droit. Ça, je l'espère. Bon, parfait. Et donc, j'en ai une autre, je pense, qui veut aller en droit, peut-être aussi. Mais donc, le contexte de l'apprentissage, en fait, dans le cas de Louis-Philippe, mais il peut y avoir plusieurs contextes d'apprentissage. Des fois, les étudiants vont avoir un contexte d'apprentissage qui est sur un job d'été, par exemple, qu'ils peuvent avoir avec le SOFIR. Mais dans le cas de Louis, c'était dans le cadre d'un cours, le cours Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines, qui est le dernier cours du programme du profil Monde, dans ce cas-ci. Et ça consistait, en fait, ce qu'on a décidé de faire au SOFIR, c'est qu'on a décidé de recenser les initiatives anti-radicalisation, en fait, ou de prévention de la radicalisation dans d'autres pays, à la fois dans d'autres pays et dans d'autres provinces canadiennes. Alors, l'objectif de cette vaste recherche-là qu'on a lancée avec nos étudiants, peut-on les appeler des étudiants-chercheurs? Je crois que oui. On a lancé ça donc l'an passé avec Louis-Philippe et ça va se poursuivre encore cette année. Et l'objectif donc de faire, dans le fond, ces travaux-là, c'est d'en arriver à une recherche, à faire une étude comparative, d'avoir une collection complète d'études comparatives où on peut comparer les initiatives de prévention de la radicalisation au Québec avec, dans ce cas-ci, la ville de Bordeaux en France et l'été prochain, nous allons aller en Colombie-Britannique avec une autre étudiante, Yasmine Bourgoin-Roberts, et nous allons faire la recension, encore là, des initiatives de prévention de la radicalisation en Colombie-Britannique. Donc, nous allons faire ça à chaque année. C'est dans notre programme, nous allons faire ça à chaque année et nous allons amener 1, 2 ou 3 d'étudiants. Ça va dépendre des fonds qu'on va avoir. Pour l'instant, c'est un étudiant par année. Ça devrait s'améliorer dans les prochaines années. Et ça va nous permettre, à petit, quand on va avancer, d'avoir vraiment une cartographie presque mondiale, éventuellement, d'études comparatives qui vont nous permettre de voir est-ce qu'on fait les bonnes choses au Québec ou est-ce qu'on ne fait pas les bonnes choses en matière de prévention de la radicalisation et qu'est-ce qui se fait ailleurs de bien ou de moins bien. Alors, aujourd'hui, donc, le contexte, c'est un voyage que nous avons fait, que j'ai fait avec Louis-Philippe l'an passé dans la ville de Bordeaux au mois de juin. Nous avons passé 2 semaines à Bordeaux et nous avons rencontré 5 personnes. Nous avons rencontré des personnes qui sont hautes placées dans des ministères. Vous allez voir tous les détails tantôt. Et nous avons aussi assisté à un colloque d'un centre qui est chargé de prévenir la radicalisation à Bordeaux, qui est très important, qui s'appelle le CAPRI. Et vous allez voir les rencontres qu'on a faites sont extrêmement intéressantes. Et donc, aujourd'hui, la communication qui va être faite entièrement par Louis est basée donc sur ces 5 entrevues. Juste un petit peu pour le contexte d'apprentissage, dans le cas des entrevues, évidemment, c'est moi qui avais monté le schéma d'entrevue. On est allé avec un schéma d'entrevue semi-directif et pour les 4 premières entrevues, je faisais les entrevues avec Louis-Philippe. Donc, c'est principalement moi qui faisais, mais Louis-Philippe pouvait poser des questions. Et d'ailleurs, Louis-Philippe était tellement bon, posait tellement des questions pertinentes tout au long des entrevues qu'à la dernière entrevue, la 5e, il le fait entièrement tout seul. Et elle était très bonne. Donc, on peut voir ici une gradation d'un étudiant qui commence dans mon cours d'introduction à la sociologie, qui passe par DIH, puis qu'à la fin, fait des entrevues tout seul.
et produit des rapports de recherche, je dois le dire, parce que cette conférence aujourd'hui est inspirée du rapport de recherche qu'il a remis, des rapports de recherche que je dirais de niveau universitaire. Alors, on part à ce moment-là d'un étudiant de cégep qui maintenant est capable carrément de produire des rapports de niveau universitaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cégep ou de programmes au Québec qui peuvent produire ce type d'apprentissage pour un étudiant. Et là, je mets beaucoup de pression sur tes épaules. Louis-Philippe va nous en faire la démonstration aujourd'hui, donc de cette recension des initiatives anti-radicalisation dans la ville de Bordeaux. Louis-Philippe. Merci. Je vais essayer, en tout cas. J'espère que ce sera couronné de succès. Donc, comme vous avez dit, Martin, on est parti donc en juin dernier. Je vais essayer d'approcher ça un petit peu. Ouais. En juin dernier, donc, vers Bordeaux, une ville dans le sud-ouest de la France, donc, qui est assez comparable à la ville de Longueuil. Donc, dans le cadre de mon cours de DIH, là, je vais essayer d'avancer. OK. Donc, vous aurez compris donc, que le cours de DIH, c'est un cours donc, de fin de parcours en sciences humaines. Martin m'avait approché parce que j'avais été justement, j'avais travaillé pendant l'été pour le CEFIR l'été précédent et j'avais donc accepté de l'accompagner évidemment dans le cadre de mon cours. Je trouvais que c'était très, très intéressant. Donc, et ça a été, selon moi, une très, très belle expérience parce que j'en ai appris beaucoup, mais je pense aussi que le rapport que j'ai fait par la suite est concret puis va être pertinent là, pour la suite des choses, pour la comparaison justement entre le Québec et la France, plus précisément Bordeaux. Donc, dans le fond, l'objectif principal, c'était de recenser les initiatives anti-radicalisation dans la ville de Bordeaux. Donc, en gros, là, c'était justement d'identifier ces initiatives-là, donc Bordeaux en France, et de comparer ces différentes approches-là dans cette ville de la France et celle du Québec, parce qu'il y en a en France, mais il y en a aussi au Québec. Donc, c'est intéressant de comparer les deux, justement pour rapporter une certaine expertise de la France jusqu'au Québec. Donc, comme Martin a dit, j'ai produit un travail, donc on était allé là au mois de juin, au cours de l'été, j'ai produit un travail donc, que j'ai remis au début du mois de septembre 2017, donc un travail d'environ 70 pages, donc justement qui était formé d'un résumé là, de quelques livres sur la radicalisation en France d'experts, des livres de sociologues et de politologues que je reviendrai au cours de ma présentation, là, qui m'ont beaucoup aidé dans justement pour la mise en contexte, c'est quoi la radicalisation, parce que j'avais déjà travaillé au CEFIR l'année précédente, donc je savais un peu là, de quoi je parlais, mais je voulais que ça soit encore plus précis là, dans ma tête pour pouvoir bien faire l'analyse des choses sur le terrain. Puis par la suite, donc, j'ai fait un résumé des entrevues qu'on a faites sur place et j'en ai fait évidemment l'analyse par la suite. L'analyse, évidemment, qui est la partie la plus importante parce qu'on peut en tirer des choses très, très intéressantes. Et j'ai aussi fait les verbatims donc, de chaque rencontre. Donc, pour préciser, là, chacune des 5 rencontres qu'on a faites qui pouvaient durer, en tout cas, la première a duré presque 3 heures. Donc, moi, j'en ai fait mot pour mot tout ce qui a été dit, je l'ai transcrit. Donc, il y en a bavé. Ça a été de longue haleine, ce travail-là, mais ça a été super pertinent parce que justement, là, quand je relis tout ça, je me dis, mon Dieu, que ce travail-là est important. Je pense que puis ça m'a beaucoup servi aussi pour mon analyse. Là, je pense que c'est très, très clair. Puis je m'y réfère d'ailleurs souvent. Par exemple, dans la présentation, je suis capable de me référer à chaque chose qui a été dite et les questions qu'on a posées. Donc, voilà pour la petite mise en contexte. Donc, en gros, évidemment, je vais vous parler un peu, là, comme Martin dit, de mon rapport que j'ai effectué. Donc, j'ai remis au début du mois de septembre. Donc, en gros, c'est quoi la radicalisation? En fait, c'est selon le sociologue Farhad Khosrow, c'est un nom assez compliqué. Donc, ce sociologue-là, c'est un Français qui a produit, à la fin des années 2000 au début, et en 2015, a mis à jour son livre, donc « Radicalisation », qui a été publié en anglais. Donc, selon lui, c'est donc un processus qui peut conduire une personne à adopter une idéologie radicale, donc évidemment se radicaliser, de quelconque nature, donc de quelconque aussi idéologie, que certains, ça c'est très important la précision, que certains associent parfois à la violence. Donc ça sous-entend que ce n'est pas toutes les radicalisations qui sont violentes. On peut se radicaliser sans nécessairement vouloir ou perpétrer des actes violents. Donc,
La radicalisation, où est-ce que ça a commencé tout ça? Donc, on a eu les premiers cas historiques un peu après 1000 après Jésus-Christ. Donc, ça peut peut-être vous sonner une cloche, les assassins, les Templiers, donc ces ordres-là, qui étaient des ordres secrets aussi à l'époque. Ça, c'était des certaines sortes de radicalisation parce que ça peut être considéré comme étant des sectes que les gens pouvaient intégrer et pouvaient, par exemple, pouvaient tuer des gens, pouvaient faire des meurtres sur des ordres des responsables de la secte. Et ça, c'est en quelque sorte une sorte de radicalisation. Puis par la suite, là, un petit peu plus récemment, 19e, 20e siècle, on a évidemment les cas d'anarchisme, donc à la fin du 19e siècle, que vous avez probablement pu apprendre dans vos cours de sciences politiques. Là. Donc l'anarchie, le communisme aussi, donc quand il y a eu des gens qui ont été tués dans les révolutions, bon, ça c'est une certaine sorte de radicalisation aussi. Dans les années 60-70, les brigades rouges aussi en Italie, donc qui prônaient le prolétariat, donc ça c'est aussi, il y avait eu des attentats, donc ça aussi c'est de la radicalisation, ça certainement. Et évidemment, au cours des dernières années, plus précisément des 20 dernières années, le nihilisme, donc qui est beaucoup associé au terrorisme relié au djihadisme, donc les actes terroristes, par exemple, le 11 septembre, bon, d'autres attentats qu'on a vus en France, là, j'y reviendrai au cours des dernières années, ça c'est une nouvelle sorte de terrorisme, une différente sorte de processus de radicalisation, donc qui est associé au nihilisme. Donc, qu'est-ce que le nihilisme? Donc, c'est beaucoup associé donc, aux organisations djihadistes contemporaines, donc plus dans les 20 dernières années. Puis, Olivier Roy, qui est un politologue français, donc, nous dit dans son livre « Djihad et la mort », donc publié en 2016, il y avait environ 5 livres, là, précision, que j'ai étudiés, que j'ai lus, que j'ai fait les résumés donc, dans le cadre de ma recherche, dans le cadre de mon travail qui a été remis. Donc, après avoir consommé de la djihadiste, la majorité des personnes radicalisées n'ont qu'un seul but, qui est ni d'ordre politique, ni économique. En fait, leur seule volonté, c'est de semer la mort, c'est de causer la mort. Donc, par exemple, quand il y a des attentats suicides ou quand il y a des gens qui se tuent donc, pour faire le plus de morts possible, c'est sûr que leur objectif, c'est de causer le plus de morts possible. Et ça, on l'a vu beaucoup au cours des dernières années dans plusieurs pays dans le monde. C'est ça, c'est pratiqué évidemment à l'échelle internationale. C'est un peu une cassure par rapport à d'autres types de radicalisation, de terrorisme, parce qu'avant, par exemple, je vous ai parlé des brigades rouges, c'était concentré en Italie, dans certaines parties de l'Europe. Alors que maintenant, le nihilisme, c'est pratiqué partout dans le monde. Aussi, avec la mondialisation, c'est sûr que c'est plus facile. C'est une thèse qui est intéressante, mais qui est quand même très controversée, Louis. Absolument. Le prof absolument. Corrige. C'est basé, évidemment... il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui remettent en question cette théorie-là, mais dans mes lectures, je l'ai trouvée plus que pertinente, puis elle m'a beaucoup aidé là, dans l'interprétation là, de certaines choses qu'on a apprises sur le terrain. Ça, Martin va aimer. C'est Gérald Bronner, donc, qui est un sociologue français qui est venu ici au Cégep en mai dernier, je crois. Le 3 mai, oui. Voilà, donc, avec sa notion, justement, là, de la pensée extrême, des biais cognitifs, là, que je reviendrai un peu plus tard, là, mais c'est Gérald Bronner qui est aussi un peu controversé en France, je crois, mais qui est, disons... en tout cas, il m'a beaucoup servi là, dans le cadre de ma recherche. Mais la pensée extrême et les biais cognitifs, sa théorie, c'est comment est-ce qu'une personne peut être amenée dans un processus de radicalisation jusqu'à tuer des personnes innocentes. C'est quoi le processus que ce genre de personne-là peut traverser, puis comment est-ce que cette personne-là peut devenir un terroriste? Donc, comme dans les écrits de M. Bronner, il y a plusieurs types de processus de radicalisation qui sont expliqués. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut être convaincu à vouloir tuer des personnes, dans le sens perpétrer, par exemple, des attentats. Donc, il y en a 4 principaux que j'ai retenus, puis il y en a un aussi que je vais expliquer plus en détail. Donc, rapidement, il y a le processus plus progressif, donc qu'on peut associer à des organisations comme l'Ordre du Temple solaire, par exemple, là, qui essaie de convaincre les gens d'adhérer à une doctrine, mais progressivement. Donc, il va vous dire « Ah, mais là... tu pourrais avoir ça de plus si tu te joignais à nous. » Puis là, quand la personne est de plus en plus convaincue, il y a d'autres arguments qui sortent. À la place de juste tout expliquer qu'est-ce que ça l'apporterait de faire partie d'une organisation plutôt sectaire, là, ils vont de façon plus progressive. Donc ça, on voit ça souvent dans des sectes, notamment. Il y a l'oligopole cognitif. Donc ça, c'est
utilisé beaucoup, par exemple, chez les témoins de Jéhovah. Donc, c'est d'essayer d'impliquer une personne dans une organisation ou dans une spiritualité par la famille ou par des amis. Donc, évidemment, par exemple, vous avez un témoin de Jéhovah, souvent les enfants vont être impliqués dans cette organisation-là là, de façon quasi automatique. Bien, ça, la famille, ça, on peut considérer ça comme une des sortes de radicalisation si c'est associé à quelque chose de plus radical, évidemment. Il y a aussi par révélation. Donc, par exemple, des gens peuvent juste voir des choses sur Internet, par exemple, et se dire « Oh mon Dieu, wow, je veux absolument intégrer cette doctrine-là ou cette idéologie-là. » Et souvent, c'est associé au biais de confirmation. Donc, les gens sont un peu... je dirais pas frustrés, mais ont des problèmes. Mais là, quand ils voient une solution ou quand ils voient quelque chose qui confirme leur frustration, ils peuvent joindre plus facilement justement un processus de radicalisation comme ça. Si je peux me permettre, ils peuvent voir des choses sur Internet, mais ils peuvent carrément voir Dieu aussi. Oui. Alors, on a eu ça récemment. Absolument. Tout le monde en parle cette semaine. C'était pas cette semaine ou la semaine passée, le gérant de Rachid Badouri. L'église, je me souviens plus du nom de l'église, en tout cas, c'est une église où il y a un gourou, où il y a des révélations et carrément, il nous a expliqué, à tout le monde en parle, le monsieur, qu'il avait vu Dieu puis il était convaincu que le gourou, c'était Dieu. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Par exemple, quelqu'un qui fonde une secte dit « Ah, ben moi, je suis la représentation de Dieu », puis ils ont ça par révélation. Là. C'est un processus de radicalisation qui est quand même, je dirais pas plus rare, mais qu'on voit principalement chez ce genre de personnes-là, effectivement. Et la plus répandue, à mon sens, comme Bronner nous l'explique, et que je vais expliquer un peu plus en détail, c'est celle de l'adhésion par frustration. Donc, c'est le sentiment qu'on mérite, par exemple, qu'on mérite qu'on devrait avoir plus, qu'on devrait être mieux traité, ce qui fait qu'on est un peu frustré, donc notamment, par exemple, contre notre pays d'accueil. Par exemple, qu'on est un immigrant, ça, on l'a vu là, sur le terrain à Bordeaux. Par exemple, on est quelqu'un que nos parents sont immigrants et après ça, on est par exemple dans une école et il y a des gens, par exemple, qui font preuve, par exemple, de racisme, puis on se fait traiter autrement à cause d'une religion, à cause de la couleur de sa peau, là. Donc, c'est un exemple. Mais les gens peuvent se sentir frustrés, vous allez dire, pourquoi est-ce que moi, je me fais traiter autrement que les autres? Et là, certaines personnes peuvent justement se sentir frustrées et deviennent plus vulnérables aux pensées radicales et peuvent traverser un processus de radicalisation. Comme je pense que c'est celui qui est le plus fréquent. Donc, les groupes djihadistes mettent effectivement beaucoup l'accent sur ce genre de sentiments-là, de rejet, de ressentiment, d'humiliation. Ils vous avez été humilié par votre pays d'accueil, vous avez été rejeté, là, vous devez vous revirer contre eux. Donc, c'est le genre de discours radicaux que les djihadistes peuvent utiliser. Mais est-ce que ça a vraiment un lien avec la religion tout le temps? Bon, la réponse, c'est non, parce que ça peut être, par exemple, lié à un groupe. Je l'ai vu au cours de mes lectures. Par exemple, quelqu'un peut se radicaliser en raison d'une idéologie, par exemple, écologiste. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent se suicider parce que leur existence sur la Terre pollue. Puis ça, c'est assez radical, on s'entend. Bien, peuvent justement adhérer à ce genre de doctrine-là plus écologiste. Ça, c'est un exemple. Mais les religions, donc, c'est pas exclusivement ça, mais c'est quand même une bonne partie de la chose. Donc, les religions, pourquoi est-ce qu'au cours des dernières années, c'est plus controversé? Pourquoi? Il y a eu un phénomène qui s'appelle la déculturation, donc, et la déterritorialisation, donc, des religions au cours des dernières décennies. Donc, évidemment, les deux grands groupes religieux historiques, c'est le christianisme et l'islam. Donc, on le sait, c'est les deux grands groupes religieux, mais au cours des dernières décennies... Les Juifs ne seraient pas d'accord. Oui, ben, évidemment. Il y a le judaïsme aussi, mais les deux grands groupes qui regroupent le plus d'adeptes en ce moment, le plus de fidèles, c'est ces deux religions-là. Évidemment, historiquement, il y a le judaïsme aussi. Donc, et là, au cours par exemple, du dernier siècle, il y a beaucoup de sociétés qui ont opté pour la séparation de l'Église et de l'État, particulièrement dans les pays occidentaux. Bon, la France, le Québec, le Canada, les États-Unis, bon, certains pourraient dire un peu moins, là, mais il y a vraiment une division entre l'Église et de l'État et on affirme la laïcité de l'État. Donc là, c'est sûr que pour les religions, au Québec, au début des années 60, l'Église a vraiment perdu le contrôle, par exemple, sur l'école, sur la santé, en majeure partie. Donc, il y a vraiment eu la religion qui a pris un pas de recul. Et la religion aussi ne s'est plus seulement concentrée à un seul endroit. Donc, avec la mondialisation, encore une fois, c'est concentré sur
la religion a pris de l'expansion dans plusieurs territoires dans le monde, malgré qu'elle ait moins d'influence. Et ça fait aussi qu'il y a plus de non-croyants. Donc, il y a plus de gens, premièrement, qui ne croient plus en la religion. Il y a de plus en plus d'athées, si on le sait. Mais il y a aussi les NMR, les nouveaux mouvements religieux. Donc, par exemple, les témoins de Jéhovah, il y a d'autres spiritualités donc, qui naissent, des petits groupes religieux qui prennent de l'expansion. Et ça fait que les religions sont plus éclatées et il y a aussi moins de gens qui sont religieux. Ce qui fait que les deux grandes religions perdent en influence, et ça fait qu'il peut y avoir un certain fossé entre les religions et non seulement entre les religions, mais entre les religieux et les non-religieux, ce qui crée des tensions, de l'intolérance, parfois la stigmatisation aussi des gens qui sont en minorité. Donc, par exemple, si un groupe majoritaire s'affilie au christianisme, par exemple, les gens d'autres religions peuvent être stigmatisés. Dans la majorité des sociétés, on voit ça. Donc c'est sûr que pour les religions, ça peut créer une sorte d'intolérance et de stigmatisation également. Donc ça, c'est par rapport aux religions. Là, j'aimerais vous présenter aussi le profil des gens extrémistes, donc qui peuvent être associés aux religions ou non. Il y a une histoire qui est intéressante que j'ai lue justement dans le livre de M. Bronner, le Moon Hoax. Donc, la tromperie de la Lune, là, si on peut traduire en français. Donc, c'est passé en 1835. Donc, c'est qui exactement les gens qui peuvent être plus proches à avoir des pensées radicales, là, qui peuvent être plus susceptibles? Donc, en 1835, il y a un journaliste français qui a sorti une histoire comme quoi que sur la Lune, il y avait de la végétation luxuriante, comme quoi il y avait des animaux sur la Lune, et il avait pu consulter un astrologue très réputé qui était à l'époque en Afrique du Sud, donc à l'époque, il n'y avait pas d'avion, là, donc il était quand même très loin, puis c'était difficile d'avoir des nouvelles dans les pays plus reculés. Et donc, il a inventé une histoire comme quoi cet astrologue-là lui aurait présenté qu'il aurait vu la végétation luxuriante sur la Lune, donc une autre vie, et il a présenté ça dans les médias. Le journaliste a présenté cette histoire-là dans les médias américains et français. Évidemment, c'est une fausse histoire, parce que évidemment, c'est pas vrai, mais cette histoire-là, elle a été crue pendant des mois. Il y a des gens, par exemple, évidemment, les gens qui lisaient les journaux, c'est ceux qui étaient le plus éduqués. Il y avait des astrologues amateurs qui réagissaient à cette nouvelle-là. Ils disaient « c'est extraordinaire qu'il y ait ça sur la Lune, c'est une révolution ». Mais tout ça était faux. Alors, on voit que c'est les gens, dans ce cas-là, évidemment, c'est une illustration, c'est un exemple, mais c'est les gens les plus éduqués qui ont cru à ce genre d'histoire-là, parce qu'ils pensaient que c'était vrai, alors que c'était complètement faux. Mais là, au cours des prochains mois, évidemment, l'astrologue est revenu et il a dit que c'était pas vrai. Mais tout ça pour dire que même les gens brillants, les gens intelligents ont cru à cette histoire-là. C'est rare qu'on voit des attentats qui sont perpétrés par des gens qui n'ont aucune éducation. Au cours des dernières années, les attentats ont particulièrement été perpétrés par des personnes éduquées qui allaient à l'école, qui avaient parfois même des carrières très intéressantes, qui ont été à l'université. Puis ça, c'est justement la théorie de la rationalité cognitive de Gérald Bronner qui nous explique comment est-ce qu'on peut amener des gens à croire en des arguments puis qui peuvent sembler très convaincants, puis que les gens se brisent complètement puis croient à ce genre d'argument-là, alors que c'est complètement farfelu, un peu ce que les djihadistes essaient de faire pour convaincre les gens. Je pourrais compléter même selon les derniers chiffres du SCRS, qui est les espions du gouvernement canadien, qui ont interviewé plus d'une centaine de radicalisés. Seulement 27 % des radicalisés auraient un passé de criminalité. Absolument. Donc, seulement 27 % des radicalisés auraient un passé de criminalité, et là-dessus, la plupart, leurs crimes, ça fait au moins 4 ans qu'ils l'ont commis quand ils se radicalisent. Donc, ça détruit toute la thèse qui circule beaucoup en Europe sur le fait que ce seraient des jeunes des banlieues pauvres, criminalisés. En fait, ce qu'on dit le plus souvent, c'est que justement, les terroristes, c'est des gens qui ne sont pas éduqués. On entend ça souvent dans les médias de chroniqueurs, notamment. C'est des gens pas éduqués, qui n'ont pas été à l'école, qui sont tous des criminels. C'est complètement faux. Juste en lisant des études et en lisant des livres spécialisés sur le sujet, c'est faux. Donc, évidemment, d'essayer d'interpréter ça d'acteurs sur le terrain, justement, qui traitent de cet enjeu-là, on voit déjà que l'interprétation puis la réalité ne se reflètent pas nécessairement là, dans la réalité, justement. Depuis 20 ans, en fait, il y a 60 %, France. En France, juste en France, évidemment, on exclut le Québec de ça, là, mais en France, selon ce qui a été recensé, il y aurait 60 % des terroristes
qui ont perpétré des actes terroristes, qui étaient des immigrants de deuxième génération, donc que leurs parents étaient donc des immigrants. Il y en a seulement 15% que c'est des gens qui sont nés à l'extérieur du pays. Quand on dit deuxième génération aussi, c'est que l'immigrant en question, je veux dire, il est né en France, donc on ne peut même plus considérer ça comme étant un immigrant, c'est vraiment considéré comme un Français. Et il y a 25% des gens quand même qui ont fait des attentats terroristes liés au djihadisme qui étaient des convertis, donc c'était des gens qui étaient pas du tout affiliés à la religion musulmane. Donc, c'est complètement faux de dire que c'est tous des immigrants, puis de dire que c'est tous des gens qui ne se sont pas intégrés ici. On en a au moins le corps que c'est pas du tout ça. Donc, encore une fois, c'est un mythe qu'on essaye de déboulonner parce que puis c'est quand même assez difficile. Puis, je veux rajouter aussi qu'il y a la majorité sont des jeunes qui ont été plutôt exposés à la violence quand ils ont été plus jeunes. Puis quand on dit exposés à la violence, on ne parle pas nécessairement de criminalité. On parle de gens comme vous et moi qui écoutent de la musique. On sait qu'il y a beaucoup de violence quand même dans les paroles de la musique, qui ont été voir des films au cinéma, des films d'action américains, par exemple. Il y a énormément de violence. Donc juste ça peut éveiller un certain sentiment là, que comme on est plus exposé à la violence. Puis c'est sûr qu'après ça, si on est pour perpétrer des actes violents, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas été du tout exposé à ça quand on était plus jeune. J'ai quelque chose? Okay. Non, ça va. Okay. J'ai hâte qu'on arrive à Bordeaux. Oui, j'ai presque terminé. Donc, c'est ça. Donc, justement, là-dessus, donc, il n'y a aucun lien direct. On ne peut pas dire avec certitude à 100 000 % donc, il y a un lien direct entre radicalisation et immigration. Ce serait faux de dire ça. Ce serait nier les chiffres. Et aussi, il y a l'éducation, évidemment, générale des terroristes, mais il y a l'éducation aussi. Il y a 70 % des djihadistes qui avaient une connaissance de base de l'islam. Donc, djihadistes reliés à l'islam, mais de base de l'islam. Donc, si les gens étaient mieux éduqués sur la religion, peut-être qu'il y aurait moins de gens qui seraient enclins de perpétrer là, des actes répréhensibles terroristes. Donc, en parlant de Bordeaux, justement, voilà. On est là. Donc, pour vous situer sur la carte, donc Bordeaux, comme j'ai dit tantôt, est dans le sud-ouest de la France, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, en Gironde. Environ 250 000 personnes y vivent donc dans la ville. Évidemment, il y a les banlieues, l'agglomération, mais donc c'est comparable à Longueuil en termes de population. Rapidement, petit historique sur Bordeaux. Donc, ça, c'est selon un livre spécialisé, là, d'ailleurs, il est là, mais c'est un livre sur la sociologie de Bordeaux au cours de son histoire. Donc, c'est une ville qui a été fondée, là, il y a plusieurs, dans le temps des Romains. D'ailleurs, on a vu, là, au musée de l'Aquitaine, là, des vestiges de tout ça. Mais c'est une ville commerciale, donc on voit qui est pas loin de l'océan Atlantique. Donc, pour les colonies françaises, c'est une ville très importante au niveau du commerce, qui exportait beaucoup de sa production, qui importait beaucoup aussi des Amériques, là, donc des colonies françaises. Et il y a quand même une importante classe bourgeoise historiquement et des citoyens qui viennent de plusieurs endroits. Donc, il y a quand même un nombre important là, d'origines différentes parce que justement, il y avait des gens de l'extérieur, vu la proximité avec les Amériques, donc qui pouvaient venir. Historiquement aussi, la ville est plutôt libérale sur le plan économique, donc évidemment beaucoup de commerce, donc on favorisait le libre-échange beaucoup, donc c'est assez libéral, mais plus conservateur sur le plan social, donc quand même qui a intégré ces immigrants, qui a par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc Bordeaux a capitulé très vite là, devant le maréchal Pétain, donc qui était allié avec les nazis dans les années 30-40, donc c'est une ville vraiment là, qui est calme, qui veut éviter les conflits, donc justement pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance, que les gens se sentent intégrés. Et contrairement à d'autres villes françaises, par exemple Paris ou Marseille, où est-ce qu'on voit que les immigrants sont très concentrés dans les banlieues, donc on dit souvent que les banlieues françaises sont dangereuses, bon, etc. À Bordeaux, c'est le contraire. Beaucoup d'immigrants sont au centre-ville, donc vraiment, c'est une différence. Puis aussi à Bordeaux, c'est une ville comparable à Longueuil, mais Bordeaux, il y a un tramway qui a au moins 4 lignes avec une centaine de stations de tramway. Donc, moi, je trouvais ça très impressionnant. Mais ce tramway-là, en fait, Bordeaux est divisé en deux par une rivière, par un fleuve, la Garonne. Oui. C'est ça. Donc, il est divisé en deux. Et justement, le tramway a fait que ça l'a mis ensemble. Ça l'a donné un accès aux gens en banlieue, au centre-ville. Ça l'a vraiment contribué au sentiment d'appartenance là, des citoyens envers leur ville. Donc, le terrain, comme on l'a dit tantôt, on était là du 4 au 17 juin dernier. On a fait 5 entrevues, une participation à un colloque et une visite d'un musée historique. Donc, on passe aux entrevues.
Le 5 juin, donc notre première entrevue a été effectuée avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, donc de l'Aquitaine Nord. La PJJ, c'est un peu équivalent à la protection de la jeunesse au Québec, qui vient en aide là, aux personnes de moins de 18 ans qui sont en difficulté. Donc, c'est un petit peu la même chose pour la PJJ en France, donc au niveau de la délinquance. On a rencontré Patrick Fréau, qui est le directeur territorial pour la PJJ en Aquitaine-Nord, la référente aussi là, en laïcité et citoyenneté pour le même département, pour le même territoire, pardon. Et on a rencontré aussi Aurore Ben-Khaled, qui est référente également pour la direction interrégionale de la Nouvelle-Aquitaine, donc dans la région de Bordeaux. Il mentionne que les professionnels de la PJJ, donc, qui sont des intervenants qui font directement affaire avec les jeunes de moins de 18 ans qui sont délinquants, qui ont de la difficulté avec leur famille. Donc, la PJJ intervient directement avec eux. Mais c'est aussi à ces âges-là qu'il y a plusieurs processus de radicalisation qui se font. Donc, par exemple, ils ont eu besoin, ces professionnels-là, à la PJJ, de formation parce qu'il y avait de la difficulté à appliquer les lois de laïcité en vigueur. Je reviendrai plus tard, mais en gros, là, en France, c'est interdit pour les étudiants jusqu'à la fin du secondaire de porter des signes religieux. Donc, c'est interdit. Et pour tous les employés dans la fonction publique, les professeurs aussi, c'est interdit. Donc, pour un jeune de, par exemple, 13, 14, 15 ans qui voudrait porter son signe religieux parce qu'il est affilié, il est un adepte d'une religion en particulier, il n'a pas le droit. Donc, il y a certains jeunes qui peuvent se dire « mais pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit ?» Ils peuvent se remettre en question, ils peuvent justement commencer un processus de radicalisation. Et quand on parle de délinquance, c'est les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui doivent faire affaire avec eux. Et ils ne connaissaient pas nécessairement les lois en vigueur sur la laïcité et c'était très difficile pour eux de les encadrer. Et justement, la PJJ, ce qu'ils nous ont dit, c'était que c'était leur plus gros enjeu de réussir à encadrer ces jeunes-là en donnant des formations à leur personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent au cours de nos rencontres là, avec les différents acteurs. Ensuite, le 5 juin, donc en fait le jour même, on a rencontré Yann Leformal, qui est un haut fonctionnaire donc, au ministère de la Cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. Donc, vous avez son titre au complet. Il y a beaucoup de titres pour les fonctionnaires en France. On a une fonction publique qui est très grosse. Donc, on a comparé un peu avec le Québec, ça aussi. Là, mais, donc, le rôle de M. Leformal, c'est d'améliorer les façons de faire des intervenants, en fait, pour son ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Donc, qui fait affaire justement, par exemple, avec des groupes sociaux sur le terrain. Donc, c'est à lui de mettre en place des façons de faire justement avec ces intervenants-là pour prévenir notamment des cas de radicalisation et de délinquance. C'est lui aussi qui est responsable dans la région d'allouer les budgets pour les initiatives, par exemple, anti-radicalisation. Donc, c'est pour ça que ça a été très personnel de le rencontrer. Mais lui, justement, comme haut fonctionnaire, nous disait qu'il était très inquiet des dérapages dans l'espace public, par exemple, là, au niveau du racisme, mais aussi de la critique de l'État, parce que lui-même dit que l'État ne donne pas assez d'argent pour les initiatives anti-radicalisation. Il dit que l'État a de la difficulté à allouer ces fonds-là, n'a pas d'initiative claire, n'a pas de stratégie non plus. Donc, c'est intéressant de voir qu'un haut fonctionnaire nous disait qu'il y avait vraiment un problème au niveau là, de la direction du gouvernement. Donc ça, c'est sûr que ça a été très intéressant aussi. Le 12 juin, on a rencontré la déléguée adjointe de la Fédération des centres sociaux de Gironde, Mme Cargris. Donc, elle nous a expliqué qu'elle mettait en place un projet. Sa fédération, en fait, des centres sociaux regroupe 29 centres sociaux qui interagissent directement là, avec des acteurs en matière de solidarité sociale, etc., sur le terrain. Donc, les gens qui ont besoin de ressources au niveau social peuvent aller dans les centres sociaux de leur département, de leur région pour avoir de l'aide. Donc, c'est sûr que parfois, il y a des cas de radicalisation qui peuvent faire affaire, là, des gens qui sont en difficulté de délinquance ou autres, qui peuvent faire affaire avec les intervenants dans les centres sociaux. Et Mme Cagris regroupe justement là, les 29 centres sociaux. Elle les chapeaute un peu parce que ça regroupe les 29 de la région à la fédération. Et cette fédération-là, en collaboration avec l'Université de Bordeaux, a mis en place un projet qu'on a trouvé très intéressant, un projet de recherche sur la lutte aux discriminations et sur les affirmations religieuses. C'est très important, la notion affirmation religieuse. C'est un projet, là, en guillemets, formation-action, justement pour trouver dans 3 territoires de la région. Donc, ils ont été faire une recherche à Bordeaux, dans la ville, dans une banlieue et dans un milieu agricole, donc en milieu rural,
pour voir s'il y avait justement des cas de discrimination et d'affirmation religieuse. Parce qu'elle-même nous disait qu'il y avait des enjeux, par exemple, dans les médias, on disait toujours que c'était les musulmans le problème, puis que c'était l'islam le problème. Et elle disait, moi, je veux faire la recherche pour voir si c'est vrai, puis je veux voir, au-delà de la radicalisation, si c'est vraiment ça le problème. Est-ce que c'est juste de la discrimination le problème? Moi, je veux vraiment ouvrir ça large pour aller faire une recherche plus large en ne pas mettant seulement, là, et là je la cite, en mettant seulement sous cloche la religion musulmane. On veut vraiment axer plus loin que les religions, aller axer sur toutes les discriminations. Donc ça, on a trouvé ça très intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce que le CEFIR fait. On ne se concentre pas seulement sur une religion, on se concentre sur tous les facteurs, sur tous les risques. Puis ça le dit d'ailleurs dans le titre du centre de formation, du centre d'expertise, vraiment sur tous les intégrismes qui peuvent exister. Donc vraiment, on axe plus sur la discrimination plutôt que sur la radicalisation. Ensuite, on a été visiter le Capri, donc un colloque qui a été organisé dans le cadre du premier anniversaire. Donc, c'était comme un bilan de la première année du Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus. Donc, le Capri nous a expliqué là, plusieurs éléments après un an, les recherches qu'ils ont fait. Donc, c'est un centre qui doit agir en fonction qui intervient parfois avec l'État sur des cas de radicalisation et doit faire aussi de la prévention, c'est dans leur mandat. Donc, après un an d'existence, ils nous ont dit qu'ils avaient traité 31 cas donc, de radicalisation qui étaient liés avec la radicalisation ou de la délinquance. Ils nous ont dit que sur 31 cas, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils nous ont dit, donc, on a 31 cas. Ils ont dit, donc, nous, on a 16% de nos cas qui ont été suivis, qui sont en lien avec la radicalisation dite violente. Il dit, on a 60% de nos cas qui sont en lien avec des femmes. Donc, là, il nous disait sommairement qu'il y avait 60% de la radicalisation violente dans la région, que c'était des femmes. Maintenant, en faisant un petit calcul, sur 31 cas, 16%, ça fait 5 cas. 60% de 5 cas, ça fait 3 sur 5. Donc, évidemment, c'est pas très, très scientifique comme conclusion et on a trouvé ça un peu aberrant puisque c'est comme le centre de formation et d'expertise de la région qui est subventionné par le gouvernement qui essaie de nous dire qu'il y a 60% des cas problématiques de radicalisation violente qui sont en lien avec des femmes, alors que c'est seulement 3 sur 5. Donc, évidemment, au niveau de la méthodologie, c'est vraiment inacceptable. Puis ça, évidemment, on a posé des questions, on l'a souligné à quelques reprises et ça aussi, j'y reviendrai. Par la suite, ça a bien tombé parce que Whitney Merton, justement, qui est une psychologue sociale, donc une jeune très, très intéressante, qui est une ancienne stagiaire, justement, au Capri. Et suite au colloque, on se disait, OK, le Capri, c'est un peu bizarre que ça fonctionne, mais là, on a rencontré cette jeune femme-là. On a posé toutes nos questions. On a dit, là, comment que ça fonctionne au Capri? Elle nous a expliqué qu'il y a plusieurs projets qu'elle a essayé de faire qui ont été refusés. Et elle pense que c'est évidemment par manque de fonds, parce que le Capri, malgré que ça soit la seule initiative du genre dans la région anti-radicalisation, elle nous dit que c'est très peu financé, sous-financé. Donc, la mission prévention a été évacuée complètement des actions du Capri parce qu'il n'y avait simplement pas d'argent, pas de ressources. Elle dit qu'il y était 3 employés au début, dont elle n'était même pas, je crois qu'elle n'était même pas payée. Là. Donc, c'était vraiment très, très peu de ressources. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a eu très, très peu de cas de radicalisation violente. Dans un an, il y en a eu seulement 5. Donc, elle nous disait justement que l'aspect prévention avait été oublié et ces initiatives avaient été abandonnées. Donc, ça, évidemment, on a compris qu'il y avait un manque là, de financement clair à ce moment-là, un manque de volonté aussi, parce que 2 jours plus tard, comme Martin a dit, j'ai rencontré, moi, la préfecture de Gironde. Donc, la préfecture est un peu comme lui qui fait le lien avec le ministère de la Sécurité publique au niveau national, le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est vraiment la préfecture de l'État, c'est ceux dans chaque région qui chapeautent la police, les services de sécurité intérieure, etc. Et ils nous ont clairement dit que, et là, à ce moment-là, j'ai rencontré Grégory Barrault, qui est le chef de la section des politiques de prévention de la délinquance de la préfecture et le chef de cabinet adjoint de la préfecture de la région. Puis évidemment, après toutes nos entrevues, nos témoignages qui disaient que le gouvernement manquait d'initiatives pour lutter contre la radicalisation, que le gouvernement ne mettait pas assez d'argent, n'avait pas de stratégie, bien là, on les a rencontrés, puis ils nous ont effectivement confirmé tout ça. Ils nous ont dit que le gouvernement, premièrement, que le gouvernement avait très peu de ressources financières, que le gouvernement était très endetté et que les budgets étaient très difficiles, très compliqués pour libérer de l'argent. Il disait vraiment que les ressources qu'ils mettaient, c'était vraiment pour agir, pour trouver les gens qui étaient radicalisés et vraiment donc agir pour essayer qu'il n'y ait pas d'attentat
et ils évacuaient complètement la prévention primaire. Par manque encore de moyens, ils nous disaient qu'il n'y avait aucune stratégie officielle qui avait été mise en place par le gouvernement français pour la prévention de la radicalisation. Chose qui a été faite ici au Québec par le gouvernement il y a 2 ans. En France, malgré tous les attentats qu'il y a eu, il n'y a eu aucune stratégie qui a été mise en place. Évidemment, quand on n'a pas de stratégie, c'est bien difficile d'allouer de l'argent par la suite. Donc, ça peut se refléter dans les initiatives sur le terrain. Donc, au niveau de l'analyse, je pense que je n'ai pas besoin d'énumérer tous les attentats qui ont eu lieu au cours des dernières années sur le territoire français. Juste évidemment, le premier à Paris qui avait vraiment résonné, c'était celui de Charlie Hebdo au début de l'année 2015. Il y avait eu 12 morts. Et dans la même année, ça a été le plus gros attentat, 137 morts le 13 novembre 2015. Et l'année suivante, à Nice aussi, l'attentat au camion bélier, 86 morts à Nice. Donc, contrairement à d'autres villes françaises, par exemple comme Paris ou Nice, il y a eu très peu d'actes violents qui ont été faits dans la région de Bordeaux au cours des dernières années. Les cas, justement, on voit qu'il y a eu peu de... Quand, par exemple, la protection judiciaire de la jeunesse nous donnait leurs chiffres, on voyait qu'il y avait eu très peu de cas de radicalisation sur le territoire. Donc, à Bordeaux, il y a 2 projets qui ont retenu notre attention. J'en ai parlé un peu. Donc, il y a le CAPRI, donc le Centre d'action de prévention contre la radicalisation des individus, et le projet de la Fédération des centres sociaux et de l'Université de Bordeaux. Au Québec, il y a 2, sommairement, il y a 2 centres. Il y a le centre principal, qui est le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal, qui est basé à Montréal, qui souhaite avoir une antenne dans d'autres villes. Et il y a ici le CEFIR, donc le Centre d'expertise de formation sur les intégrismes religieux et sur la radicalisation. Il y en a d'autres, je crois, qui ont été mises en place au cours des derniers mois, mais principalement, c'est les 2. Il y en a plusieurs autres. Oui, il y en a plusieurs autres, c'est ça. Mais c'est les 2. Moi, je veux faire la comparaison entre les 2 parce que le CAPRI est très semblable au Centre de prévention de la radicalisation de Montréal et le projet de la Fédération des centres sociaux de Gironde est très semblable au CEFIR ici à Longueuil. Évidemment, dans l'analyse, il y a le projet de la Fédération des centres sociaux de Gironde de l'Université de Bordeaux qui axe évidemment plus sur les discriminations que sur la radicalisation. Ils veulent justement aller voir avant qu'il y ait des cas de radicalisation, qu'est-ce qui vient, c'est des discriminations, évidemment. Donc, ils voulaient étudier la question. Et surtout que, comme je viens de dire, il y a une rareté des cas de radicalisation dans la région de Bordeaux. Il y a eu 19 cas actifs au cours des 2 années précédentes qu'on a rencontré la PJJ. Il y avait 19 cas actifs à ce moment-là, mais il n'y avait eu même pas une centaine de cas qui avaient été recensés dans l'année précédente, ce qui est quand même très peu. Puis évidemment, le CAPRI a avoir traité 31 cas, en incluant évidemment tout ce qui n'a pas rapport avec la radicalisation violente, on voit qu'il y a très peu de cas tout de même. Donc, la préfecture de Gironde nous a confirmé que c'était un phénomène qui était moins marqué qu'ailleurs en France. Plusieurs raisons ont été évoquées. Pourquoi est-ce qu'il y avait moins de cas de radicalisation à Bordeaux? Pourquoi? Plus socialement conservatrice, je l'ai dit un peu plus tôt. Bordeaux, évidemment, a des communautés ethniques différentes depuis des centaines d'années là, à Bordeaux, dû à de l'immigration sur plusieurs décennies, depuis là, justement la colonisation là, française. Mais la préfecture nous a dit c'est une ville qui, au cours des dernières années plus récentes, qui est moins touchée par l'immigration, donc il y a moins de cas de radicalisation. Évidemment, en me disant ça directement, moi j'interprète ça que la préfecture de Gironde, qui représente le gouvernement, nous dit, noir sur blanc, il y a un lien entre immigration et radicalisation. Donc, comme j'ai expliqué au début, il n'y a pas de lien direct avec les chiffres qu'on a, avec les analyses qu'on a, mais le gouvernement nous dit qu'il y a un camp d'immigration et radicalisation. C'est sûr qu'après ça, quand c'est eux qui mettent en place leurs initiatives, on peut peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certaines initiatives qui ne sont pas financées, comme celle, par exemple, qui traite de tous les types de religions, tous les types de radicalisation. Ceux qui traitent de tout le monde sont moins financés que celles qui parlent seulement des religions qui sont en lien avec l'immigration. Donc, la stratégie étatique est vraiment pensée en fonction des attentats qui ont eu lieu au cours des dernières années, des attentats djihadistes, donc reliés avec la religion musulmane. Donc, les ressources qu'on met, c'est cadré pour agir en fonction de la religion musulmane. Et encore une fois, nous, je l'ai lu, on le sait que ce n'est pas uniquement la religion musulmane qui peut amener des attentats, qui peut amener des cas de radicalisation, mais le gouvernement français axe sa stratégie, ils nous l'ont dit très clairement, sur la religion musulmane
parce que c'est dans le but de rassurer la population. Donc, le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent, se dit, bon, on a des élections peut-être qui s'en viennent, donc qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les gens? C'est sûr qu'il faut rassurer les gens. C'est sûr qu'après des attentats comme ça, il faut que la population soit rassurée. Mais je crois que, dans mon analyse, je dis que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de procéder parce que les données nous expliquent que ce n'est pas uniquement la religion musulmane le problème. Donc, c'est sûr qu'au niveau électoral, c'est peut-être plus payant, justement, dans les médias, de dire, bien, justement, on agit pour prévenir les attentats djihadistes reliés avec l'islam. Peut-être que ça a plus une grande résonance dans la population, mais moi, je pense qu'en faisant des études scientifiques sur la chose, on voit que c'est pas vrai. Donc, le gouvernement doit, à mon sens, agir avec des données scientifiques importantes et non juste agir pour rassurer les gens de cette façon-là. D'ailleurs, il y a plusieurs experts, là, je veux dire, Gérald Bronner en est un exemple, Olivier Roy aussi, nous disent qu'il ne faut pas juste axer sur la religion musulmane, parce qu'après ça, on stigmatise une religion et les gens qui sont de religion musulmane peuvent se sentir mal, justement. Et on peut faire référence à la radicalisation par frustration, l'adhésion par frustration que j'ai expliqué au début. Les gens peuvent se sentir visés, frustrés, et après ça, peuvent peut-être commencer un processus de radicalisation. Donc, et même, j'y reviens, là, mais il y a plusieurs de nos intervenants qui nous ont dit que c'est contre-productif ce que le gouvernement fait parce que ça stigmatise une partie de la population et ça peut créer d'autres cas de radicalisation. En plus qu'on ne fait pas de prévention. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Donc, comme j'ai dit, la Fédération mettait l'accent plus sur toutes les religions comme le Séphir le fait. Il y a un exemple qui est assez éloquent au cours des années 2000 à Bordeaux, parce qu'on se disait, OK, le gouvernement met juste l'accent sur la radicalisation musulmane, mais il n'y aurait pas d'autres cas qui existeraient de d'autres religions. Surtout que les experts nous disent que c'est possible. C'est sûr que probablement, quelque part, il y a une preuve comme quoi qu'il y a d'autres cas qui existent. Et il y en a eu un, à Bordeaux même. Il y a un groupe catholique donc, qui a ouvert une école à la mi des années 2000, donc en 2007, qui a ouvert un centre, une école donc, qui était qu'on peut qualifier d'intégriste, là, qui avait des étudiants qui venaient et justement, c'était très, très fermé et les gens qui administraient, reliés à la religion catholique, qui administraient ce centre, cette école-là, justement, c'était de l'intégrisme tout simplement et c'était sorti dans les médias comme quoi que c'était très, très fermé comme endroit et c'est sorti dans les médias et la ville de Bordeaux a obligé de fermer ce centre-là cette école-là, parce que c'était un cas tout simplement d'intégrisme religieux. On essayait d'intégrer des jeunes à la religion catholique d'une façon intégriste, je pourrais dire. Donc, radicale. De façon radicale, effectivement. Donc, et ça a été fermé et le maire de Bordeaux a été dans l'embarras pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. M. Leformel nous a dit à cause de ce cas-là. Et à peine quelques années plus tard, on décide d'ouvrir un centre qui est d'ailleurs subventionné par la ville de Bordeaux, le Capri, qui axe sur la religion musulmane, encore une fois, et évacue les autres religions. Et il faut le souligner quand même, le Capri qui a été initié par le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Alors, les similitudes avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, on les a là aussi. Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a été initié par le maire de Montréal, Denis Coderre. Donc, deux initiatives municipales qui ont pris de l'ampleur. La différence quand même, nous, quand on était là, le Capri existait depuis 1 an. Le Centre de prévention de Montréal existe depuis un petit peu plus de 2 ans. Les comparaisons sont intéressantes à faire entre les deux centres au niveau de leur fonctionnement, au niveau de l'intervention, mais il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a quand même, depuis sa naissance, beaucoup évolué et aujourd'hui, je pense qu'il dépasse de loin le Capri, c'est-à-dire qu'il s'occupe plus seulement de djihadisme, il s'occupe aussi de l'extrême droite. Et aussi, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs un petit peu parce qu'ils ont fait des erreurs au début et ils commencent un petit peu à ajuster leur discours et à couvrir maintenant l'ensemble du spectre des différents intégrismes religieux, des différentes cultures. Mais on a le Capri... dans le fond, ils sont un petit peu là où le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence était 1 an après sa création. C'est-à-dire qu'1 an après sa création, ils ont commencé à parler d'extrême droite
Et puis, 2 mois après qu'ils aient commencé à parler d'extrême droite, on a eu l'attentat de Québec avec Alexandre Bissonnette. Vous voyez? Alors, quand on a vu le Capri, eux, ils célébraient leur premier anniversaire et ils parlaient encore de djihadisme. À l'ordre des charges, on pourrait peut-être donner qu'ils ont une grosse, comme tu l'as bien souligné, une chape de plomb du gouvernement français qui, comme on l'a vu avec le préfet qu'on a interviewé, est vraiment convaincu que radicalisation égale djihadisme égale immigration. Et ça, il y a une grosse différence avec le Québec. Et ça peut expliquer en partie, il y a peut-être beaucoup plus d'attentats en France qu'ici, hein, à cause de ce que tu disais, l'espèce d'adhésion par frustration. Absolument. La frustration est peut-être plus grande qu'au Québec. Absolument. Et deux autres différences entre le Centre de prévention de la radicalisation de Montréal et le Capri, bon, qui restent tout de même semblables, évidemment, comme vous l'avez expliqué là, dans son histoire. Le Centre de prévention de la radicalisation de Montréal, depuis le début, a beaucoup plus d'appui financier du gouvernement du Québec, notamment, et de la Ville de Montréal. On parle de millions de dollars, alors que le Capri n'a même pas eu $1 million encore et a eu très peu de subventions. Et ça a été expliqué. C'est sûr que quand on a moins d'argent, on peut se concentrer sur moins de choses. Mais là, évidemment, ça dénote un certain manque de volonté politique d'investir pour prévenir la radicalisation, ce que le gouvernement français ne fait pas, visiblement, et ce que le gouvernement du Québec fait. Donc, c'est sûr que dans les résultats, on a quand même une différence. Et le Capri, également, a été fondé par donc, trois organismes, là, je dirais, ou 3 représentants. Donc, ça a été une initiative à la base du maire de Bordeaux et du gouvernement, mais aussi s'est rajouté l'imam de Bordeaux, de la région de Bordeaux, qui, justement, était présent au colloque. Ouais. Donc, c'est vraiment l'imam, donc, qui est évidemment très relié avec la religion musulmane, qui a été un cofondateur de ce centre-là. Donc, c'est difficile, après ça, de se concentrer sur d'autres religions, alors qu'on a un imam qui a contribué à fonder un centre. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'étonner par la suite qu'on parle seulement de religion musulmane. Mais encore une fois, on stigmatise une religion. Donc, à mon sens, reste que c'est contre-productif. Eh bien, on pourrait même ajouter que dans un centre qui se targue de vouloir faire de la recherche scientifique, d'inclure un imam, ça remet un petit peu en question la crédibilité des recherches. Quand on était au colloque en question, il y avait des sociologues, il y avait toutes sortes de professeurs d'université et il y avait l'imam qui a fait un discours à un moment donné. Mais on ne savait pas si c'était un discours scientifique ou philosophique ou moral. Ou, en tout cas, c'était un petit peu de tout en même temps. Et il y avait un petit espèce de mélange des genres qu'on fait malheureusement aussi très souvent chez nous, où on va mêler à la même table données scientifiques et morales et religion. Ce qu'on veut faire quand on fait ça habituellement, Louis-Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'on veut bien faire, on veut montrer, entre guillemets, ce qu'on appelle les différentes religions des immigrants pour montrer qu'on est ouvert. Mais ce qu'on fait en faisant ça, c'est juste de vouloir faire un petit peu de la vitrine, un peu. Hein? On va mettre un imam là-dedans pour que ça paraisse bien, parce qu'on pense que le problème de la radicalisation, c'est les musulmans. Mais ce que ça envoie comme message, c'est qu'on pense que le problème de la radicalisation, c'est les musulmans. Ça n'envoie pas un message d'ouverture. Et pour tous les autres qui sont, je ne sais pas, moi, athées ou plus neutres ou plus scientifiques, ça envoie un message, c'est pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne convainc quelque part personne d'une certaine manière et ça rate la cible, quoi. Oui. Et quand vous parliez aussi là, de cette vitrine-là, d'essayer de se donner un porte-voix pour essayer de percer, pour que notre message aille plus loin, le secrétaire général, et là je vais vous laisser la parole aussi là-dessus, le secrétaire général du Capri, donc était l'adjoint du maire de Bordeaux, était en même temps candidat aux élections qui avaient lieu la semaine suivante. Donc, était candidat du parti En Marche du président français actuel. Donc, était candidat dans la région. Il a d'ailleurs perdu son élection. Mais, je veux dire, lui avait le secrétaire général, donc le genre de président, directeur général de l'organisme, avait une tribune pour faire un genre de discours politique basé sur des données scientifiques qui n'étaient pas représentatives. Donc là, nous, on s'est retrouvés un petit peu sans mots là-dessus. Et je vous laisserai expliquer la question, justement, sur nos données qu'on a posées. Oui, bien, dans une scène un peu ubuesque, pour ne pas dire absurde, pour la référence littéraire
du roi Ubu. Je pourrais vous l'expliquer après. Mais dans une scène un peu absurde où quand j'ai posé la question, tout simplement une question qu'on pose dans un colloque scientifique sur les chiffres, parce que moi, quand on me lance à la tête le 16%. Le 16%, puis ça égale à 3 personnes, on ne peut pas faire des statistiques avec 3 personnes. On peut faire une recherche qualitative, on peut faire des récits de vie des 3 personnes, chose qu'ils n'ont pas fait, mais on ne peut pas me dire 16%. Ça ne marche pas. Et donc, j'ai posé la question parce que je voulais tout simplement... je me posais une question qui était, à mon avis, normale. Et comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Je m'en souviens. Marik Fetou. Marik Fetou m'a répondu par une envolée lyrique politique qui s'est terminée par des applaudissements nourris de la foule. Alors moi, n'étant pas ni français ni en élection, j'étais un peu abasourdi et on m'a expliqué plus tard qu'il était candidat à l'élection. Nous, on venait de débarquer. Et donc, il s'est servi un peu de ma question pour faire un discours politique. Grand bien lui en fut, je crois. Il n'a pas été élu. mais expliquez un peu la question, la réponse, en fait, de la question. Ben, la réponse, c'était que ça faisait seulement 1 an qu'ils existaient, puis que c'était quoi la réponse? En fait, c'était sur le fait, parce qu'on dit... Ah oui, puis il y avait un deuxième volet à la question sur le fait que, OK, vous parlez de chiffres qui ne sont pas nécessairement méthodologiques, mais vous parlez aussi juste d'islam. Est-ce que vous avez pensé parler de d'autres religions? Et la réponse fut... quelque chose du genre, vous savez, en France, on n'a pas de problème d'extrême... Parce que Martin a fait référence à l'extrême droite. Donc, évidemment, c'est un spécialiste de la chose. Mais là, vous, l'extrême droite, vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas de cas de ça en France, alors qu'on sait très bien qu'il y a des cas d'extrême droite aussi en France. On avait l'exemple, d'ailleurs, avec l'intégrisme catholique de Bordeaux de quelques années précédentes. Il nous a répondu que en France, il n'y avait pas de problème d'extrême droite, qu'on n'avait pas ça, l'extrême droite, et que c'était beaucoup, beaucoup moins présent qu'au Québec. Disez-vous, là, les Québécois, là, vous avez des problèmes d'extrême droite en faisant référence à l'attentat à Québec qu'on avait eu qui avait fait 6 morts. La différence, c'est que nous, notre extrême droite, elle est évidemment très, très minoritaire, elle est très petite, évidemment, elle peut faire un attentat, mais la différence, c'est que leur extrême droite en France, elle est démocratique. La candidate de l'extrême droite à la présidentielle a eu 34% au 2e tour. Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour la candidate d'extrême droite. Donc, de dire qu'il n'y a pas d'extrême droite en France, premièrement, c'est faux. Et de dire que c'est plus présent au Québec, c'est faux aussi. Parce qu'au Québec, à ce que je sache, il n'y a pas de candidat d'extrême droite qui recueille 11 millions de votes. En fait, les candidats, les partis, mais les gros partis au Québec sont des partis qui restent centre-droit ou centre-gauche. Donc, la différence, c'est que l'extrême droite en France est mainstream, alors qu'au Québec, elle est plutôt marginale. Elle est tellement présente en France qu'on dit que ça n'existe pas. Voilà. Et on dit que nous, ça existe parce que... Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter ici, c'est que tout est une question, quand on parle d'extrême droite, de positionnement. Hein? Quand on regarde sociologiquement dans une société, l'existence d'une chose ou la non-existence dépend de la société dans laquelle on vit. Donc, en France, l'extrême droite n'existe pas parce qu'il y a un parti politique officiel et reconnu. Ici, l'extrême droite existe parce que quand elle se manifeste, c'est pas quelque chose d'acceptable dans notre société. Oui. Surtout de se faire dire ça par quelqu'un qui était candidat pour un parti donc de centre, pour un candidat qui était en élection la semaine suivante. On a trouvé ça un peu douteux et puis un peu décevant pour un centre. Et puis d'origine immigrante maghrébine, là, quand même. C'est ce que j'appelle un discours bien intégré d'un immigrant au point où il est même plus conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, finalement. Donc, c'est sûr que nous, en sortant du Capri, on s'est dit, OK, tu as le seul centre de recherche de la région qui nous dit ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, en faisant un lien avec la deuxième entrevue qu'on a faite avec le haut fonctionnaire Yann Leformand, lui disait aussi que l'État faisait erreur en ciblant uniquement la religion musulmane et croit justement que cette stigmatisation-là peut pousser des jeunes musulmans ou autres à se radicaliser. Puis il disait, c'est sûr que quand il nous dit, vous en France, vous au Québec, vous avez des attentats, nous on n'en a pas, donc ici ça n'existe pas. La prévention, c'est justement de prévenir que ça arrive. Lui-même nous dit,
je pense qu'il va falloir justement attendre qu'il y ait un attentat d'extrême droite, comme on a vu pour un attentat djihadiste. Il va falloir attendre que ça arrive en France pour que le gouvernement décide d'agir. Justement, ça, c'est sa citation que j'ai trouvée très, très éloquente. Très sincèrement, je pense qu'il y en aura un bientôt, un attentat d'extrême droite en France. Les conditions sont réunies parce que 11 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen, qui était la candidate de l'extrême droite. Donc, il vient d'en avoir un en Italie. Il vient d'en avoir un, justement, d'extrême droite dans le cadre de la campagne électorale en Italie. Donc, mais on n'en entend pas beaucoup parler, hein? Donc, mais quand on parle des musulmans, par contre, là, on en parle pendant des jours et des jours. Donc, c'est le traitement médiatique aussi là-dedans que M. Leformel critiquait. Donc, et justement, le traitement médiatique est aussi influencé par le discours de l'État. Si ton État ne reconnaît même pas que les autres types de radicalisation sont problématiques, c'est sûr que c'est difficile de travailler pour faire de la prévention sur les autres types, comme par exemple sur l'extrême droite. Aussi, une autre différence, là, depuis 2015, comme je disais tout à l'heure, le Québec est doté d'une stratégie officielle qui a été adoptée par le gouvernement à ce moment-là sur la prévention de la radicalisation. Puis une telle stratégie officielle comme ça n'existe pas en France, alors que c'est un pays qui a beaucoup plus d'habitants que le Québec. Il y a seulement un secrétariat, donc c'est pas un ministère, c'est un sous-ministère associé, là, un secrétariat général de la prévention de la délinquance, qui s'appelle maintenant le secrétariat général de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a mis en place des cellules dans chaque préfecture pour agir en cas de radicalisation. Donc, rapidement, chaque préfecture, et ça aussi, le département de la Gironde. Oui, 10 minutes, OK. Le département donc, de la Gironde m'avait expliqué, là, le préfet, pardon, m'avait expliqué que justement, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque semaine, ils se réunissent avec les services policiers, avec les représentants du ministère de la Santé, de l'Éducation, école, commission scolaire, la ville, le Capri. Ils réunissaient tous les acteurs pertinents autour d'une table. Ils faisaient un suivi à chaque semaine de chaque cas de radicalisation pour pouvoir les réintégrer. Comme par exemple, s'il y a quelqu'un dans une école, un jeune dans une école qui démontre des signes de radicalisation, il est détecté, il est sujet d'une discussion autour de la table et la personne qui est capable de le prendre en charge pour le réintégrer le fait. Mais là, ici, on ne parle pas de prévention, on parle de quelqu'un qui a été détecté comme étant à risque de radicalisation. Donc, la prévention, encore une fois, est évacuée des actions gouvernementales. Donc, ça, c'est ce que le secrétariat a mis en place et à la préfecture donc, de Gironde, on nous a expliqué que ça se faisait également. Mais pour la prévention, il y a très, très, très peu d'actions concrètes qui sont faites, sont effectuées. Puis Mme Merton, justement, qui était stagiaire au Capri, nous expliquait que puisqu'il n'y avait aucune stratégie gouvernementale officielle, il est très difficile de débloquer de l'argent parce que quand on veut débloquer de l'argent, des fonctionnaires ou le ministre même doit aller voir au Conseil du Trésor pour pouvoir débloquer plus d'argent. Mais on fait quoi pour débloquer de l'argent si on n'a pas de stratégie? On s'appuie pourquoi? On dit qu'est-ce que ça donnerait? C'est sûr que si on n'a pas de stratégie avec des objectifs, on ne sera pas capable de se donner les moyens d'accomplir des choses. Et c'est triste parce qu'en France, ça n'existe pas. Alors ici au Québec, ça existe. Puis on voit, par exemple, le Centre de prévention de la radicalisation de Montréal reçoit des millions de dollars et il y a une stratégie qui existe. Parce que dans la stratégie au Québec, c'est écrit qu'on doit atteindre tel objectif de prévention. Et on peut le souligner, d'ici un mois, il y aura l'ouverture de la chaire de prévention, la chaire UNESCO de prévention de la radicalisation qui sera ouverte dans un mois, dont le SOFIR fait partie et qui est une chaire conjointe entre l'Université de Sherbrooke, UQAM et Concordia, et qui fait partie du plan du gouvernement du Québec par rapport à cette stratégie. Oui, c'est écrit dans la stratégie. Donc, on est capable d'avoir des résultats concrets, on est capable de mettre de l'argent sur la table pour y parvenir. Ouais. En France, encore une fois, ça n'existe pas. C'est un peu ce qui a été décrié par la majorité des acteurs qu'on a rencontrés et la préfecture nous disait, ben c'est ça les faits, puis écoutez, si on a plus d'argent, on le fera, mais là, on n'en a pas. Donc, puis pire encore, il y a des initiatives qui ont été financées par le Capri qui se sont avérées être des échecs. Mais là, j'aimerais vous montrer... Vas-y. Une petite vidéo. J'espère que le son va fonctionner, mais je crois que oui. Non, c'est pas ça. Attention, la technique de manipulation décrite dans cette vidéo est exclusivement réservée aux membres de notre organisation. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une vidéo de manipulation. La maîtrise de cette manipulation psychologique vous permettra de contrôler l'esprit du spectateur afin qu'il exécute tout ce que vous attendez de lui. Pour cela, il vous suffit d'un simple logiciel de montage et de la technique des 6 étapes du contrôle mental. Première étape, racontez-lui une histoire mythique.
Le mythe donne un pouvoir intemporel à votre récit. Il lui confère une profondeur et une importance qui saura capter l'attention du spectateur en le plongeant dans les légendes de son enfance. Ainsi captivé, la victime est prête à vous écouter. Deuxième étape, faire douter le spectateur. Votre histoire doit jeter le trouble dans son esprit. Elle doit lui faire comprendre qu'il vit aujourd'hui dans le mensonge, qu'on lui a caché la vérité, qu'il subit. Cette révélation va lui créer un stress dont il ne peut plus se débarrasser. Troisième étape, donnez-lui la preuve. Prouvez-lui qu'il a raison de croire à votre histoire. Par exemple, si vous lui avez dit que les borgnes ont envahi le monde, prouvez-le en images. Évidemment, vous devez utiliser des images réelles, mais ces images seront interprétées de la façon dont elles arrangent votre manipulation et elles doivent être annoncées au spectateur comme une vérité absolue. Quatrième étape, offrez-lui la solution. Donnez-lui la sensation qu'il passe du fait de subir à celui d'agir. Cette étape diminuera son anxiété et renforcera ainsi sa soumission. Cinquième étape, donnez-lui l'illusion du choix. Il faut donner au spectateur l'impression qu'il prend de lui-même la décision de vous suivre. Ce qui est très facile, puisque vous lui avez proposé d'un côté le sentiment de subir qui le stresse, et de l'autre, la solution d'agir qui le soulage. Sixième étape, répétez votre discours. Une bonne vidéo de manipulation mentale fonctionne sur le matraquage de l'esprit. Utilisez des effets visuels et de la musique enivrante. En multipliant vos images, vous allez donner l'illusion que le monde est tel que vous l'avez raconté. Vous savez maintenant comment prendre le contrôle de l'esprit d'une victime. Il deviendra une vraie marionnette à qui vous pourrez tout demander, même sa mort. Bon. Attends. Oh, il y a d'autres choses? OK. Voilà. Donc, fin un peu drastique. Oui. Donc, vous comprenez que c'est... premièrement, c'est effectivement un montage de plusieurs vidéos de propagande sur Internet, par exemple, du groupe armé État islamique, donc qui a été produite par le CAPRI, donc le Centre de prévention et de formation. Bon, le CAPRI, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire... Ben, moi, tout de suite, ce que je peux dire par rapport à cette vidéo-là, c'est que Daesh te manipule. Alors, tout ça pour nous dire Daesh te manipule. Ça n'a aucun effet sur quelqu'un qui va adhérer à Daesh. En fait, l'objectif, c'est que les gens, par exemple, susceptibles d'être victimes d'un processus de radicalisation, puissent voir cette vidéo, puissent comprendre que c'est ça qu'ils sont en train de traverser comme processus et puissent comprendre que le gouvernement leur dit « Daesh te manipule ». Mais cette vidéo-là, selon Whitney Merton, qui a participé à la production de la vidéo, nous dit que cette vidéo-là est un échec lamentable sur toute la ligne. Premièrement, parce que c'est associé au CAPRI. Donc, les gens qui traversent un processus de radicalisation ne vont pas croire une vidéo qui est publiée par un organisme du gouvernement. Il y a le logo du CAPRI qui est financé par l'État à la fin. C'est sûr que quelqu'un qui traverse un processus, justement, qui est en processus, qui remet en question l'État, la société, qui est dans les théories du complot, c'est sûr que quelqu'un qui traverse ce processus-là ne croira pas à ce genre de vidéo-là. Puis deuxièmement, ça va juste empirer leur état, ça va... Les commentaires de la vidéo, en fait, quand on regarde, qu'ils l'ont publié sur Facebook, les commentaires de la vidéo, c'est voyez, l'État essaie de nous manipuler justement contre d'autres organisations. Donc, ça a juste créé un climat encore plus susceptible pour ces gens-là de se radicaliser. Donc ça, c'est une des seules vidéos... En fait, c'est la seule vidéo qui a été produite par le CAPRI. Justement, c'était un de leurs objectifs de produire du contenu pour prévenir la radicalisation. C'est la seule vidéo qu'ils ont produite en 1 an et ça s'est avéré être un échec. La problématique aussi avec ce genre de vidéos ou avec des campagnes de sensibilisation du type « Et si j'avais tort », parce que ça, on en a une au Québec, « Et si j'avais tort », ça pourrait faire de renforcer chez les gens qui sont déjà radicalisés leur détermination parce qu'ils sentent qu'on essaie de les manipuler. Alors, cette vidéo-là qui dénonce la manipulation utilise les mêmes
je pourrais dire, les mêmes techniques pour manipuler la personne à ne pas être manipulée. Et on lui dit qu'on essaie de la manipuler. Oui, donc, c'est clair que les gens ne sont pas réceptifs à ce genre de vidéo-là. Nous, excuse-moi, je ne veux pas te couper. Est-ce que tu as terminé? Ou? Écoute, vas-y. OK. Ben c'est ça. Nous c'est ça. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Ici, au SOFIE, on pense qu'on a plus de chances de prévenir la radicalisation, donc par l'éducation. C'est sûr que c'est beaucoup plus long, puis c'est beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher que de faire une pancarte. Et je ne dis pas que le Centre de prévention de la radicalisation de Montréal ne fait pas plus que ça. Ils font beaucoup plus, là. Ils font beaucoup plus que le Capri, en fait. Mais le Capri, c'est vrai que ça se réduisait un peu à ça, malheureusement. C'est ça. Il nous a dit justement que c'était ce genre de projet-là était un échec. Et les projets qu'elle-même a proposés pour aller sur le terrain, Mme Merton, comme psychologue social, ils ont été rejetés. Donc, c'est des projets très intéressants qu'elle nous a expliqués, mais ça a été rejeté à la place. Le Capri préférait produire ce genre de contenu-là qui n'a pas été évalué et qui ne s'est pas avéré concluant. Madame Merton, elle faisait des projets très intéressants qui correspondaient à ce que moi, je dirais un peu de l'art-thérapie. C'est-à-dire d'approcher les jeunes, non pas justement comme le Capri, comme le gouvernement, mais de les approcher par les arts, par la danse. Elle était danseuse, par la danse. Et on a quelque chose ici, en fait, qui correspond à ça, Louis-Philippe, qui s'appelle le projet Someone, qui est à l'Université Concordia, professeur en éducation Vivek Venkadesh, qui fait des choses contre le discours haineux et qui, d'ailleurs, va être un des co-titulaires de notre future chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et qui produit des vidéos pour faire des contre-narratifs contre la radicalisation, mais les vidéos ne sont pas produites par l'État, sont produites par des jeunes, sont produites par des étudiants. Oui, c'est sûr qu'il y a des chercheurs derrière ça qui guident les jeunes, mais ça fait en sorte que c'est pas l'État qui dans les vidéos qui s'adresse aux radicalisés, c'est un autre jeune comme lui. Alors, nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Hein? On fait des recherches, mais, voyez, c'est lui qui s'adresse à vous aujourd'hui, c'est pas moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un processus. Hein? Je pense qu'il y a peu de chances que Louis-Philippe se radicalise. on se met de la pression sur ses épaules, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers un processus où on sait en fait très bien c'est quoi les biais cognitifs, on sait très bien c'est quoi les processus que tu as expliqués au début qui mènent à la radicalisation, en amont, avant que la personne se radicalise, on peut empêcher que ça se développe. Et je vais te laisser finir ton petit PowerPoint. Oui, je vais essayer d'accélérer la cadence, en fait, puis juste pour terminer sur le manque de volonté, de stratégie du gouvernement, donc ce genre de vidéo-là, c'est un échec, ce genre de contenu-là du Capri. Et malheureusement, le projet de la Fédération des sciences sociaux de Gironde et de l'Université de Bordeaux, qui ressemble beaucoup au CEFIR, a été abandonné par manque de fonds du gouvernement. Donc, le gouvernement n'a pas donné d'argent. Il y avait des partenaires privés qui ont essayé de convaincre. Mais là, avec la mise à jour qu'on a eue, finalement, on a appris que ça avait été abandonné. Donc, c'est très triste parce qu'encore une fois, manque de volonté, manque de résultats. Donc, ça, c'est clair. Rapidement, je vais passer sur l'enjeu de la laïcité parce que ça aussi, c'est quand même, en ce cas, je crois que c'est important. Là, en fait, la laïcité, c'est le concept évidemment de séparation de l'Église et de l'État, mais justement qu'il n'y ait pas de religion dans les institutions publiques notamment. Puis le gouvernement a eu de la difficulté vraiment à appliquer leurs lois en matière de laïcité. Ils sont très méconnus, mais depuis la séparation de l'Église et de l'État, au début du 20e siècle en France, ça a toujours été, la tradition, ça a toujours été comme ça. Les gens qui donnent les services n'ont pas le droit de porter de signes religieux et les gens qui reçoivent les services ont le droit. C'est différent ici, mais là-bas, en France, c'est comme ça. Mais en 2004, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée que les étudiants, comme j'ai dit tantôt, jusqu'à la fin de secondaire, n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Donc, une personne qui veut porter un turban à l'école jusqu'à la fin du secondaire, quand il est jeune, n'a pas le droit. Une femme qui veut se voiler là, à l'adolescence, elle n'a pas le droit pour aller à l'école. Donc ça a été très, très, très mal perçu. Il y a beaucoup de tensions depuis que cette loi-là, en 2004, a été adoptée. Et c'est un concept qui est vu comme étant oppressif par certaines communautés. Puis ça crée évidemment un terreau fertile à la radicalisation parce que il y a une certaine frustration qui émane de ça. Et encore une fois, le procédé de radicalisation par frustration peut naître à ce moment-là. C'est par exemple, M. Leformal nous expliquait qu'il y avait une femme... Tu sais, quand je dis que c'est mal interprété, là, il y a une mère qui voulait accompagner une mère musulmane qui voulait accompagner son enfant à l'école et elle
elle pensait qu'elle n'avait pas le droit de l'accompagner parce qu'elle était voilée, l'accompagner dans une sortie scolaire parce qu'elle était voilée. Mais c'est pas ça. C'est les enseignants qui n'ont pas le droit, puis les étudiants. Mais la mère, elle a le droit, ça veut l'accompagner, mais elle croyait qu'elle n'avait pas le droit. Elle était sortie dans les médias pour dénoncer ça. Mais c'est pas ça que la loi dit, c'est juste mal interprété. Et le gouvernement et les politiques de laïcité ont mauvaise presse. Et ça, évidemment, ça contribue au racisme, ça contribue aux tensions entre les communautés. Évidemment, ça exacerbe là, les probabilités de radicalisation. Puis pour régler le problème, l'État a mis en place, en fait, l'objectif de l'État, c'est d'éduquer leurs propres fonctionnaires, leurs propres employés, parce que la fonction publique en France, elle est très grosse, donc il y a beaucoup d'employés dans plusieurs ministères, plusieurs départements. Par exemple, la protection judiciaire de la jeunesse nous a expliqué qu'ils ont mis en place des journées de formation, des journées de réflexion, et dans tous les organismes publics, dont la PJJ, il y a des référents laïcité et citoyenneté, donc c'est des personnes ressources qui sont là pour accompagner les employés, notamment sur le terrain, pour justement bien expliquer les lois en vigueur sur la laïcité en France. Donc, je veux dire, le plus gros chantier parce qu'ils n'ont pas de stratégie de prévention de la radicalisation, un des plus gros chantiers qui peut être lié à ça, c'est d'éduquer leurs propres fonctionnaires. Donc moi, j'avais trouvé ça quand même particulier, là, parce que c'est vraiment la base, on s'entend. Puis en terminant, pour comparer rapidement les deux types, au Québec, il y a le multiculturalisme canadien, comme ailleurs en France, qui s'applique. En gros, là, il y a une loi sur le multiculturalisme au Canada qui a été adoptée en 1988. Et ça par exemple, dans les cours de Martin, on l'a appris beaucoup, là, mais il y a ça a encore des accommodements raisonnables. Si quelqu'un veut faire une demande pour porter un signe religieux, par exemple, ça peut être accordé si c'est raisonnable, par exemple. Mais en France, interdit de mur à mur. Ce qui fait qu'ils ont des minorités, évidemment, au Canada. Par exemple, je suis une minorité, puis je vois qu'il y a quelqu'un de mon pays d'origine qui est ministre au Canada. Par exemple, il y a 2 ministres dans le gouvernement de Justin Trudeau fédéral qui portent le turban. Le ministre des Infrastructures, le ministre de la Défense, je crois. Mais c'est sûr que moi, si je suis de la même communauté que ces 2 personnes-là, je vais me sentir, je vais avoir un sentiment d'appartenance plus grand à mon gouvernement parce que je vais être capable de me reconnaître. Puis si on me dit, oui, tu as le droit de porter ton signe religieux auquel tu appartiens, c'est sûr que je vais me sentir plus intégré si je travaille pour le gouvernement. Alors qu'en France, c'est interdit de mur à mur, puis on ne verrait jamais un ministre porter un signe religieux parce que dans la culture, c'est comme ça. Alors, c'est clair que le modèle canadien est plus, à une certaine limite, inclusif que le modèle français qui interdit ça mur à mur. C'est intéressant de faire la comparaison entre les deux parce que c'est sûr que s'il y a des gens qui se sentent moins représentés dans leur gouvernement en France, ça se peut encore une fois que ce soit un terreau fertile justement à la frustration et à la radicalisation. En conclusion, on peut en comprendre que l'État français met vraiment beaucoup moins d'efforts que les gouvernements québécois et canadiens, par exemple, là, au niveau évidemment de l'argent, mais de la volonté politique pour financer des initiatives anti-radicalisation. Puis 3 éléments là, qui causent problème en France, la lourdeur administrative, le fait que les employés ne soient même pas capables d'appliquer leurs propres lois, le manque de financement, de volonté et le manque de volonté politique font partie des causes principales. Pourquoi est-ce qu'on a un problème plus grandissant qu'au Québec, en France? Et donc, la France, à mon sens, est un terreau plus fertile à la radicalisation qu'un pays comme le Canada en raison de son modèle d'intégration des immigrants et des politiques qui sont en vigueur en la matière. Et comme de fait, là, évidemment, le plus gros attentat, en fait, dans l'histoire du Canada, il y a très peu de monde qui le savent, c'est dans les années 80, c'était Air India, je crois? Les années 90, le vol Kanishka de Air India, c'est un attentat qui n'est pas venu des musulmans, n'est pas venu de l'extrême droite, est venu des Sikhs, donc pas musulmans, ni extrême droite. C'est des extrémistes sikhs, mais bon. Puis au Québec, au cours des dernières années, parce qu'on a vu aux États-Unis aussi, il y a eu quelques attentats reliés au djihadisme, extrême droite, mais au Québec, il y a eu l'attentat de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2015 qui a fait un mort, puis 2 jours plus tard, il y a eu l'attentat d'Ottawa qui a fait un mort. Donc, on a 2 morts dus à la radicalisation musulmane, et c'était des Québécois qui se sont convertis. En fait, il y a un Québécois, et l'autre, je crois que c'est un immigrant 2e génération. Et on a eu l'attentat en 2017, l'attentat de Québec, qui a fait 6 morts, si je me rappelle bien. Donc ça, c'était relié à l'extrême droite. Donc vraiment, au cours des dernières années, on a eu 2 morts en raison de djihadisme, de radicalisation liée à l'islam, et on a eu 6 morts en raison de radicalisation d'extrême droite. Donc c'est ça. Au Canada. Au Canada même. Et le portrait, il est vraiment l'inverse en France, donc c'est clair qu'on peut en tirer certaines conclusions comme quoi qu'il y a un terreau plus fertile à ce genre de radicalisation-là en France qu'au Québec ou au Canada. Merci, Louis. Ça fait plaisir. Alors, on va prendre quelques questions. On n'aura pas beaucoup de temps, mais ça t'a parlé longtemps.
Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a un micro là-bas. Il faut quand même... On ne va pas nécessairement vous filmer. Moi, c'est juste pour entendre la question. Peut-être que je peux peut-être me promener s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais y en poser, moi. Aucune question. C'était clair pour tout le monde? Ah, j'en ai une là-bas. Tiens. Bonjour, en fait, je suis peut-être arrivé en retard là, mais donc je ne sais pas si ça a été abordé. Je voulais parler un peu plus, je m'appelle Jean-Louis Dugault, je suis aux affaires étudiantes. Bonjour, bonjour. Merci. Ouais, vous avez parlé de Bordeaux, puis bon, selon le rapprochement qui a été fait par les responsables, donc il y a eu beaucoup d'immigration, donc immigration liée au terrorisme, mais je suis un peu intéressé pour le cas de Marseille où il y a beaucoup d'immigrants. C'est vrai que vous avez parlé de Bordeaux, mais est-ce que vous avez une idée par rapport à Marseille où là aussi, il y a quand même... Il me regarde parce que c'est... Non, je me rappelle pas. Marseille, c'est ça? Si je m'en tiens à leur conclusion, quoi. C'est au sud, oui. Ouais. Non, Marseille, mais... c'est sur le bord de la Méditerranée. Hein, ouais. C'est ça, j'essaie juste de me rappeler parce que le préfet, justement, nous avait expliqué qu'une ville... Il nous avait dit, il m'avait expliqué un petit peu pourquoi est-ce qu'il y avait eu moins d'immigrants au cours des dernières années à Bordeaux. Il disait, avec les vagues de réfugiés, de migrants qui venaient de l'Afrique, notamment des pays du Moyen-Orient, qui traversaient la Méditerranée, Marseille les gens voulaient beaucoup se diriger arriver dans le sud de la France, qui est sur le bord de la Méditerranée, en bateau, beaucoup, là, de la Tunisie, de l'Algérie, etc., et montaient vers le nord. Et Marseille était directement dans le passage vers Paris. Donc, il y avait beaucoup plus d'immigrants qui arrêtaient à Marseille, sur la direction de Paris, bon, on pourrait aller en Angleterre aussi. Mais c'est ça. Bordeaux est vraiment plus à l'ouest, sur le bord de l'océan Atlantique. Donc, ils nous ont expliqué qu'évidemment, sur le passage migratoire, il y a moins d'immigrants à Bordeaux. Il y en a beaucoup plus dans une ville comme Marseille. Mais reste que, encore une fois, ils font le lien immigrant-radicalisation. Un lien qui n'est pas du tout là, clair. Donc, pour dire effectivement, il y a plus d'immigrants à Marseille, il y a plus de cas, il y a peut-être plus de cas, là, il nous avait expliqué, dans une ville comme Marseille, mais ce n'est pas un lien direct avec l'immigration. Un peu comme Paris. Mais il reste quand même que dans le cas de la ville de Marseille, à cause de ces passages migratoires, c'est une des villes les plus violentes en France, mais ce n'est pas nécessairement relié à l'immigration, c'est relié aux tensions sociales. Puis à l'intégration. Aux tensions sociales qui sont créées par le flot de migrants qui passent. Quand tu as un flot de migrants qui passe, puis que tu as des populations qui, entre guillemets, le subit parce que le gouvernement n'est pas capable de s'en occuper correctement, bien, ça crée des tensions sociales entre les populations locales et le flot des migrants qui passent. Et donc, c'est pas... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui crée la tension sociale, c'est pas l'immigration. C'est le fait qu'on a un problème d'entrée illégale qui n'est pas contrôlé, et aussi le fait que on a beaucoup d'illégaux en France, puis on ne fait rien pour les intégrer non plus. Excusez, une autre question? C'est pour compléter un peu là-dessus. C'est une excellente observation sur le Marseille, et ça vient vraiment démonter complètement le lien immigration-radicalisation, puisque Marseille est une des villes, peut-être avec certaines villes de la région parisienne, qui ont le plus grand nombre d'immigrants de première génération, deuxième génération, troisième, etc., depuis très longtemps. Marseille a toutes sortes de problèmes sociaux, il a une très mauvaise réputation en France, mais pour l'ampleur de la population, et notamment pour l'ampleur de la population musulmane, très, très peu de cas de radicalisation djihadiste. Donc, il y a une résilience assez formidable dans cette ville-là. Ça peut être un cas d'espèce à étudier pour savoir qu'est-ce qui fonctionne à Marseille sans que l'État intervienne vraiment, sans qu'il y ait du support nécessairement des autorités. Ça semble être vraiment au niveau des communautés, au niveau de la résilience vraiment des communautés immigrantes, des organisations religieuses là-bas qui font une espèce de forme de protection. Et pour enchérir ce que tu dis un peu, Louis, nous, on était très surpris là-bas d'entendre qu'une des villes où il y a proportionnellement le plus de radicalisation, c'est Toulouse. Alors, Toulouse n'est pas nécessairement une ville d'immigration. C'est juste un petit peu plus bas, c'est plus au sud que Bordeaux. C'est pas au bord de la Méditerranée. Il n'y a pas de boat people qui arrivent là. C'est
pas au bord de la mer, c'est en plein milieu du sud de la France, et c'est une des villes où il y a le plus de problèmes après Paris de radicalisation. Donc encore là, ça démontre qu'un flot, par exemple, d'immigrants qui arrivent, c'est pas lié à la radicalisation. Par contre, ça peut être lié, quand le gouvernement ne fait pas bien les choses, à des tensions sociales. Et les groupes de radicalisation, on l'a vu ici au Québec, quand on a les immigrants haïtiens qui sont arrivés à la frontière, il y a des groupes d'extrême droite qui en ont profité pour aller à la frontière, à leur rencontre, pour protester la Storm Alliance, par exemple, l'été passé. Mais ça, c'est pas nécessairement relié à l'immigration, c'est relié à une mauvaise gestion de l'immigration illégale dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les immigrants en personne le problème. Non, c'est ça. Surtout avec ce que vous dites là, sur le fait qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup d'immigrants, mais est-ce que c'est eux-mêmes le problème? La réponse est non. Mais dans le cas de tout ce qu'on a vu sur place à Bordeaux, des fonctionnaires qu'on a vus, c'était très clair que la radicalisation est liée à l'immigration musulmane. On était, en fait... le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, le préfet, on était estomaqués par ses réponses. Et en fait, on se disait, c'est incroyable qu'il puisse nous dire ça, mais c'est là qu'on se rend compte, puis c'est pour ça qu'on fait de la mobilité internationale, qu'on est dans un autre pays, donc on est dans un autre univers. Et la France, avec tout ce qu'on peut avoir de près ou de loin ici, on dit souvent que c'est nos petits cousins, ils sont très différents de nous, ils ont un système différent, et c'est ça que ça donne. Exact. Voilà. D'autres questions? Non, mais vous avez dit que c'est la question. Vous avez critiqué la France parce qu'ils s'occupaient juste de la religion musulmane dans leur initiative anti-radicalisation. Mais ils ne s'occupent que de la religion musulmane. Mais c'est un peu forcé d'admettre que dans les 3 dernières années, les attentats étaient seulement revendiqués par Daesh qui était relié à l'islam. Donc c'est normal qu'ils se focusent là-dessus plus que d'autres religions. Non? C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit justement, le gouvernement met l'accent là-dessus. C'est pour rassurer la population parce qu'on dit qu'il y a un attentat. Puis là, dans les médias, on dit que c'est toute la faute des musulmans, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je veux bien qu'on mette l'accent sur une problématique après qu'il y ait un attentat, mais il faut faire de la prévention. C'est pas parce que c'est pas arrivé que ça n'arrivera pas. C'est pas parce que c'est juste des attentats en lien avec l'islam qu'il n'y a pas d'autres attentats de d'autres religions qui arriveront pas. Donc, au Québec, on l'a vu, il y a un attentat de l'extrême droite. Justement, le centre de Martin met l'accent sur l'extrême droite et le fait avant même que l'attentat arrive, parce que ça peut arriver. Et en France, il y a plusieurs de nos intervenants qui nous l'ont dit, ça va sûrement arriver à un moment donné qu'il va y avoir un attentat dû à autre chose que l'islam. Je veux dire, on l'a vu aussi dans l'histoire de la radicalisation, avant c'était l'anarchisme, avant l'islam, ça va toujours être quelque chose d'autre. Puis il faut faire de la prévention. Je vais simplifier à outrance pour t'expliquer. Si au Québec, on aurait quelque chose comme le Front national, il y aurait peut-être plus d'attentats djihadistes. Alors, c'est beaucoup plus... C'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais j'essaie de te faire comprendre, là. C'est qu'en France, finalement, l'extrême droite qui dit que les immigrants n'ont pas leur place, qu'on devrait les retourner dans leur pays, etc., bon, on connaît le discours, elle est acceptée socialement parce qu'elle a le droit de se présenter aux élections et il y a 11 millions de personnes qui vont voter pour ça. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, le discours de Daesh qui va dire « rebelle-toi contre ce gouvernement qui te rejette » va porter plus que dans un pays, où le premier ministre du Canada veut absolument en ce moment avoir une journée nationale contre l'islamophobie. En France, on ne parle pas d'islamophobie. Pourtant, elle est présente. Elle est beaucoup plus présente qu'ici. Elle est beaucoup plus présente qu'ici. Alors, je ne sais pas si tu peux voir la différence. Alors, tout simplement, ce qu'on dit, nous, c'est que ça explique en partie, pas complètement, pourquoi il y a moins d'attentats djihadistes au Canada qu'en France. Il y a un contexte très particulier qui fait qu'il y a une stimulation des attentats djihadistes en France. Mais ceci étant dit, plus il y a d'attentats djihadistes en France, plus l'extrême droite ramasse en France des gens. Et il y a
Je pourrais vous les nommer, là, puis on n'aura pas le temps aujourd'hui. Il y a des groupes d'extrême droite qui existent en France et qui planifient des attentats. Récemment, il y en a des attentats de groupes d'extrême droite en France qui ont été déjoués par les services secrets français. Et donc, il y aurait pu en avoir. C'est juste qu'ils ont été déjoués. Hein? Puis là, quand on parle des attentats en France, on ne parle pas de tous les attentats djihadistes ou même tous les attentats d'extrême droite qui ont été déjoués. Hein? On parle toujours de ceux qui ont eu lieu. Au Canada, par exemple, on a eu des attentats djihadistes déjoués, ce qu'on a appelé les 18 de Toronto. Ça, c'était à l'époque Al-Qaïda. Et donc, les 18 de Toronto, c'est un attentat qui a été déjoué, mais ça aurait pu être dévastateur. Ils voulaient s'attaquer, je crois que c'était ils voulaient s'attaquer au train à Toronto. Le train de Via Rail. Le train de Via Rail à Toronto, faire exploser le train de Via Rail à Toronto. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, les extrêmes s'entretiennent. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une polarisation, en fait, les extrémistes, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche ou les djihadistes, ce qu'ils veulent, c'est que les gens ne se parlent plus et se cantonnent dans des positions extrémistes, ce qu'on appelle le phénomène de polarisation grandissant dans nos sociétés. Et lorsque nos sociétés sont très polarisées, ils ont réussi. Vous voyez? Et tout ce qu'on veut dire, c'est qu'en faisant la comparaison avec la France, c'est qu'ici, le Canada, même si on a une tendance inquiétante dans les dernières années à se polariser de plus en plus, on est beaucoup moins polarisé que la société française. Et donc, moi, je postule le fait qu'une société moins polarisée, moins on est polarisé, moins on est enclin à la radicalisation. Plus on est polarisé, plus on est enclin à la radicalisation, parce que le terreau fertile pour la radicalisation, selon moi, c'est la polarisation des extrêmes. Voilà. On va terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui.